C'est ici, au musée d'Utah Beach, que Lidl avait choisi de planter son décor pour vous parler de la 8e division d'infanterie. On va faire un question-réponse avec Maxime qui se trouve à quelques mètres d'ici. Et on va commencer tout d'abord. Maxime, pourquoi la 8e division d'infanterie? Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai eu un intérêt très rapide pour l'histoire en général. Je ne saurais dire comment j'ai eu ce déclic pour la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai commencé à collectionner il y a maintenant 15 ans. Donc j'ai collectionné comme beaucoup de monde tous les objets afférents à la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Et le temps est passé, et puis je me suis dit petit à petit qu'il fallait quand même se recentrer pour avoir vraiment un intérêt et un objectif dans la collection. Euh, Par rapport à ça, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire de ma région. Donc je suis breton et m'intéresser à une unité qui était peu connue. Donc j'ai choisi les forces alliées, notamment les forces américaines, et je me suis orienté vers la 8e division d'infanterie américaine, qui est une unité qui n'est pas trop connue, peu représentée en collection, et voilà pourquoi je suis parti dans ce thème de collection depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique de la 8e division d'infanterie? Alors donc la 8e division d'infanterie américaine est créée en décembre 1917. Ses premiers éléments arrivent en janvier 1918. La division elle est créée à Camp-Frémont en rapport avec John Frémont, qui était un explorateur du Pacifique Nord-Ouest et également un militaire. C'est pour ça qu'en fait l'insigne de la 8e division représente une flèche qui fait allusion à l'aiguille d'une boussole indiquant le nord, et puis la couleur bleue du bouclier qui représente la mer. Alors la 8e division, quand elle arrive en France à la fin du premier conflit, elle arrive trop tard pour prendre part au combat. Et les hommes qui composent l'unité sont répartis dans diverses branches de l'armée, à savoir la manutention, les archives, tout ce qui concerne le matériel et puis la logistique. L'ensemble des troupes quittera la France et sera démobilisée en septembre 1919, sauf pour une partie qui elle va rester en Allemagne en tant qu'armée d'occupation. Après le premier conflit, le conflit mondial, la division elle est pas dissoute, elle reste en sommeil. C'est jusqu'en 1940, exactement le 1er juillet 1940, que la division va être réactivée, donc à Fort Jackson. Elle va être réactivée donc le 1er juillet, et de 1940 jusqu'à décembre 1943, la division va suivre un entraînement intensif, comme beaucoup d'unités à l'époque. Donc décembre 1943, c'est la date à laquelle l'unité quitte New York en direction de Belfast, en Irlande du Nord, pour prendre part dans un avenir proche aux combats qui auront lieu en France. Donc la division arrive en Irlande du Nord en décembre 1943. Elle va poursuivre son entraînement jusqu'en juillet 1944, exactement le 1er juillet, où là elle va partir à bord de 16 bateaux en direction de la Normandie, et va débarquer donc le 4 juillet 1944 à Saint-Martin-de-Varville, donc ici sur les côtes normandes. Bon, ce que tu nous proposes aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de suivre la compagnie B du 13e d'infanterie, si j'ai bien compris. La compagnie B, à l'époque, quand elle débarque ici à Saint-Martin-de-Varville, il est à peu près 11 heures. La compagnie B est composée à ce moment-là de 181 soldats, et elle est commandée par le capitaine William Gardner. Il faut imaginer que quand les soldats débarquent, ils ont face à eux et les rapports le disent d'ailleurs, ils ont un fouillis d'embarcation. Il y a du matériel partout, il y a des hommes, enfin il y a de l'activité. On voit qu'on est vraiment sur une zone de débarquement, et l'activité est intense. Il y a également des barrages des ballons de barrage, pardon, qui sont disposés le long de la côte, et également des P-47 qui assurent la sécurité des hommes qui sont au sol. D'accord, mais une fois l'unité débarquée, prend-elle part directement au combat? Alors quand la compagnie B touche le sol français, la compagnie et puis
les régiments de la division, on va prendre plus large, on va dire toute la division, donc rassemblent en fait leur pactage sur la plage, dans une zone qui est bien définie pour l'époque, et à partir de là, tout le matériel des hommes va être affrété par camion sur les zones de bivouac respectifs. Donc la compagnie B du 13e Infanterie Régiment va se diriger vers Montebourg à pied, où elle va bivouaquer jusqu'au 6 juillet 1944, date à laquelle elle va rejoindre par camion Roville-la-Place, qui est située à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Donc à ce moment-là, on est le 6 juillet. Pour te faire un plan de situation, il faut imaginer que on est juste au-dessus de la haie du Puy. Les plans à ce moment-là pour le 8e corps sont de mener une attaque de front avec 3 divisions communes et d'encercler, du moins faire un fer à cheval autour de la haie du Puy. Donc on aura d'une part la 79e division américaine qui devra prendre la crête de Montgardon et la colline 121. On aura d'une autre part la 82e Airborne qui elle devra prendre la poterie et la colline 131, et enfin de l'autre côté les 90e division qui devra prendre donc le mont Castres. Une fois que ces objectifs sont atteints, Troy Middleton, qui commande alors le 8e corps, utilise la 8e division d'infanterie américaine fraîchement débarquée pour pousser vers le sud. Et en fait, les objectifs sont d'établir une tête de pont entre l'axe Lessé et Perrier, afin de faire une avancée profonde dans le sud-Manche. Si j'ai bien compris, cela nous amène au 7 juin 1944. Alors ce 7 juillet 1944, on a un détachement de la compagnie B du 13e régiment d'infanterie qui va prendre contact avec les éléments du 325e régiment parachutiste de la 82e Airborne. Ils vont prendre contact pour établir un plan de situation précis, parce qu'en fait les objectifs pour la division sont dès le lendemain de relever dès 6 h du matin les éléments de la 82e Airborne. Quelle est la ville principale, la ville majeure en ce début de juillet pour la 8e division d'infanterie ? Donc la division a débarqué le 4 juillet à Saint-Martin-de-Varreville, mais la grosse ville majeure qui va nécessiter le côté militaire d'une unité, pour la 8e division, ça va être la ville de la Haie-du-Puy. Donc la Haie-du-Puy va être remise aux mains de la 8e division d'infanterie le 9 juillet dans la journée par les éléments de la 79e division d'infanterie américaine qui, d'âpres combats, en fait, auront réussi à capturer la ville. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un petit peu la composition de la division ? Donc la 8e division, à l'époque, sans parler des régiments d'artillerie, etc., est composée de 3 régiments d'infanterie. On a donc le 13e régiment, qui est un peu notre sujet du jour. On a le 28e régiment d'infanterie et également le 121e. Alors le 28e et le 121e, eux, d'emblée, dès qu'ils sont engagés, vont devoir pousser vers le sud avec le 13e régiment qui sera en réserve. Alors là, du coup, on est entre la Haie-du-Puy et l'Essai. Et puis le premier bataillon du 13e régiment, qui lui était resté en réserve, va être sollicité pour aller fermer une brèche qui existe entre les éléments du 28e régiment et du 121e régiment. Donc cette brèche qui existe va être comblée, mais n'empêche que le lendemain, c'est l'entièreté du régiment qui va être sollicité pour pousser vers le sud. Et le 13e régiment va devoir dépasser le 28e régiment et mener une attaque dès le lendemain. Donc il faut se situer au niveau de la ville de Vély. Donc le 28e est exactement situé au nord-ouest de la ville. L'attaque qui va être menée par le 13e régiment va concerner le 1er bataillon qui sera sur la droite et le 3e bataillon qui sera sur la gauche. Le 2e bataillon, quant à lui, restera en réserve pour mener cette attaque. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur Vély et nous dire vraiment où est située cette commune ? Donc Vély, pour te situer, il faut prendre l'axe La Haie-du-Puy, l'Essai. Par rapport à cet axe-là, on a Maubec, et en fait Vély va être juste en dessous. Donc la ville, elle est traversée par le 1er bataillon du 13e régiment le 13 juillet vers 7h30 du matin.
Il faut imaginer qu'à ce moment-là, quand le régiment entre dans la ville, ils ont face à eux uniquement des tirs de sniper. Donc on va dire que la riposte, elle est pas énorme, sauf dans le secteur de la compagnie B, où là il va y avoir une riposte beaucoup plus intense. Et ce 13 juillet 1944, c'est d'ailleurs la date à laquelle les 2 premières Silver Stars du régiment vont être distribuées. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les pertes de l'unité à cette date? Alors on est le 13 juillet, c'est la première fois qu'il va y avoir des pertes au sein de l'unité. Il va y avoir en tout 25 pertes au niveau du tableau du régiment. On va avoir 3 officiers qui vont être blessés et 22 soldats. Tous vont être amenés vers des hôpitaux de campagne. Donc il y aura le 67e, le 96e, le 97e et le 128e Evacuation Hospital qui vont recevoir les soldats blessés. On est sur un chiffre de 25 soldats pour la compagnie B, mais c'est surtout la compagnie K qui va subir le plus gros taux de perte dans cette journée au niveau de Le Puy-Ruau, où là ils vont avoir une défense assez conséquente face à eux. Le PC du régiment sera également bombardé, mais n'empêche qu'à la fin de ce 13 juillet, les objectifs seront atteints pour la totalité de la division. La 8e division d'infanterie a débarqué il y a maintenant 10 jours. Comment se porte-t-elle? Alors donc, ça fait 10 jours que la division a touché le sol français. La division se porte pas bien, il faut l'admettre. Le fonctionnement de la division n'est pas du tout satisfaisant. Il faut prendre en compte que le 9 juillet 1944, le commandant en second de la division sera tué, alors qu'en fait il tente de remanier le dispositif du 121e régiment d'infanterie qui lui peine à avancer. En conséquence, le 10 juillet, donc le lendemain, les commandants du 28e régiment d'infanterie et du 121e vont être relevés de leurs fonctions et remplacés. Le 12 juillet également, c'est le général commandant la division, donc le général William McMahon, qui lui va être également relevé de ses fonctions et remplacé par le général Stroh le 13 juillet 1944. Donc à ce moment-là, la division va pas du tout bien. Il y a vraiment un problème de commandement et il est important de remanier la division pour pouvoir progresser, parce que il ne faut pas oublier que la division elle est réactivée en 1940, donc elle a eu 4 années d'entraînement. Quand elle arrive, le commandement attend quand même une unité, on va dire, préparée, entraînée, et c'est pas normal en fait qu'à ce moment-là, elle peine à avancer. Donc maintenant on est le 15 juillet 1944. La division se trouve juste au nord de la rivière de l'Ay, qui était l'objectif initial du 8e corps, l'objectif attribué à la division dès son entrée en guerre. On a la 79e division d'infanterie américaine qui se trouve sur la droite de la division, et la 90e qui se trouve sur la gauche. À ce moment-là, le 15 juillet 1944, la 8e division a face à elle des éléments de la 77e et 353e division d'infanterie allemande. Au cours de cette journée, on va avoir des tirs d'artillerie plutôt intenses sur le secteur du 13e régiment, et on va avoir le premier soldat tué qui sera répertorié du coup dans les archives du régiment. Donc je précise sur le fait qu'il soit tué parce qu'on a déjà eu des victimes, mais elles étaient blessées. Et là on va vraiment avoir le premier soldat tué au combat. Il s'agit en fait de Ross Harden, qui 21 ans sera tué au cours de cette journée. Donc c'est le premier soldat tué de l'unité. Donc il était originaire de l'Indiana, et aujourd'hui il repose chez lui aux États-Unis. Si j'ai bien compris, la mission de la division maintenant est de franchir la rivière de l'Ay.
Donc nous sommes maintenant le 16 juillet 1944. Donc l'objectif se précise, ça va être le franchissement de la rivière de lait. Donc ce 16 juillet, il y a des éléments de la division qui sont envoyés pour reconnaître l'axe au niveau de la rivière pour un éventuel franchissement qui est finalement quasiment imminent. Pour ça, le HQ de la 8e division, plus précisément le HQ de l'artillerie de la 8e div, va faire un cessez-le-feu entre 22h et 6h pour permettre aux unités de reconnaître l'axe pour un futur franchissement de la rivière de lait. À ce moment-là, la compagnie B va bivouaquer au nord-est du village du Pissot. Et pour cette journée-là, on aura 3 soldats tués et 5 soldats blessés. Vers 17h, le lendemain, il y a les unités américaines qui vont bombarder par erreur les positions du régiment. Il y aura d'ailleurs une enquête qui sera menée en interne pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette erreur. Au sein du régiment, il y a des blessés, il y a des tués. Comment sont-ils remplacés? Alors les éléments de la division, on va dire de toutes les divisions sur le plan de l'US Army à l'époque, ils sont remplacés au compte-gouttes. Donc des fois ça peut porter défaut. Mais en fait la plupart du temps ces soldats-là viennent d'unités de remplacement. Nous sommes le 20 juillet 1944. Le 13e régiment d'infanterie va recevoir 223 soldats en provenance du 86e Replacement Battalion pour combler les manques en effectifs. Le lendemain, le 21 juillet, la compagnie B, qui nous intéresse un peu aujourd'hui, la compagnie B va recevoir 6 nouveaux soldats et ces 6 soldats-là seront affectés dans l'immédiat et va faire augmenter l'effectif à 172 à partir du 21 juillet. Il faut se rappeler que quand l'unité a débarqué, ils étaient à 181 et il va falloir presque 20 jours pour retrouver un effectif décent, c'est-à-dire 172. Donc le chiffre n'est même pas complété, mais comme quoi pendant toute cette durée-là, les soldats ont dû faire malheureusement un effectif réduit. Donc ça montre un peu aussi le côté compliqué des pertes dans un régiment. Est-ce que tu peux me dire à quelle date la 8e division d'infanterie franchit la rivière de lait? Alors le franchissement de la rivière de lait a lieu donc, le 26 juillet 1944. C'est un franchissement qui doit être mené en coordination avec la 79e division d'infanterie américaine qui se trouve dans le secteur de l'Essai et la 90e division qui se trouve exactement au nord-ouest de Perrier. Donc le passage pour la 8e division est prévu à 5h30 et on va avoir des éléments de la 8e division qui vont être en liaison permanente avec les éléments de la 79e division d'infanterie et les éléments de la 90e pour faire vraiment une attaque coordonnée et un franchissement correct. Entre ce 26 juillet et le 27 juillet, il y aura de lourdes pertes, notamment dans le secteur du 121e Infanterie Régiment, qui va subir de lourds barrages d'artillerie. Et à ce moment-là, nous sommes situés dans le secteur de Saint-Patrice de Claye. On est le 26 juillet. Le 27 est passé, on a des objectifs qui sont atteints. On continue de poursuivre vers le sud-Manche et la fin du mois approche et la ville de Millières va être libérée. D'ailleurs, il y a un monument là-bas que je vous invite à aller voir, un très beau monument en rapport avec la 8e division. Le 28 juillet, le commandant du 13e régiment d'infanterie rassemble les commandants des bataillons afin d'établir des plans précis concernant le combat vers la Bretagne, afin de clôturer la bataille de Normandie qui est presque imminente, mais ça pour le coup ils ne le savent pas encore, mais l'important pour la division ça va être de pousser vers le sud. C'est à ce moment-là qu'est déclenchée l'opération Combra. La 8e division d'infanterie est-elle concernée pour se diriger vers la Bretagne?
Alors donc le 121e et le 28e vont continuer de pousser avec le 13e régiment d'infanterie en réserve. Le but pour le 13e régiment d'infanterie, c'est de nettoyer les dernières poches de résistance qui sont derrière les régiments étant déjà passés. On est à la fin du 28 juillet 1944 et le régiment va bivouaquer dans le secteur de la Fouberdière, près d'Ancteville. Alors on est le 29 juillet 1944, la progression est toujours pareille, donc le 28e régiment ainsi que le 121e continuent de pousser vers le sud, et la chose qui va changer contrairement par rapport aux journées précédentes, c'est qu'en fait le 13e régiment va cesser son balayage et va être sollicité pour former un combat team qui va prendre le nom de combat team numéro 13. L'intérêt pour la division, c'est d'envoyer ce combat team numéro 13 derrière les éléments de la 4e division blindée américaine pour pousser vers Avranches. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est un combat team ? Alors un combat team, en fait, c'est un groupe de combat qui est organisé de près autour d'un régiment d'infanterie et qui comprend directement ses appuis directs, les unités de soutien comme le génie, comme l'artillerie et des unités médicales. En fait, le but, c'est de créer un groupe de combat pour un temps donné et pour une action bien spécifique. On est maintenant le 30 juillet 1944. Le 13e régiment reçoit l'ordre de se déplacer au sud de Coutances. Alors, au sud de Coutances, jusqu'au sud de Coutances, il va y avoir des petites poches qui vont être nettoyées, des poches de résistance allemandes. Et on aura également de bon nombre de prisonniers qui seront faits. Le combat team numéro 13, alors quand il est rassemblé, il va se rendre à 10 km au sud de la position initiale où il est par rapport à Coutances, et il va bivouaquer à l'est de Sérence au lieu dit Giraud. À partir de là, on est vraiment, il faut imaginer que du coup le lieu-dit Giraud, on est vraiment à quelques encablures de la Bretagne, et l'entrée en Bretagne est vraiment imminente. On arrive maintenant au 31 juillet, le régiment compte 3036 soldats, et la 4e division blindée avance vers Avranches, et le combat team numéro 13 va quitter sa position et va se rendre dans le secteur de la Meurdraquière où ils vont pouvoir bivouaquer, et donc là on est situé à 25 km plus au sud. La division donc va pousser vers le sud-Manche et va entrer en Bretagne. La division donc va entrer en Bretagne et va également participer, et de près, parce que il faut savoir que jusque dans les années 90, la ville de Rennes pensait que c'était une unité blindée qui avait libéré la ville. Il a fallu attendre qu'un groupe de vétérans accompagnés par leur famille viennent dans les années 90 à Rennes pour rétablir la vérité, qui est qu'en fait c'est le 13e régiment d'infanterie de la 8e division d'infanterie américaine qui va entrer dans Rennes le 4 août 1944. Ainsi va s'achever la bataille de Normandie pour la division. Donc je le rappelle, une division qui touche le sol français le 4 juillet 1944 et qui, un mois après, entre dans la capitale bretonne. Pour la compagnie B, c'est la fin de la campagne de Normandie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le détail des décorations ? Donc au cours de ce mois de juillet, il y aura des décorations et des citations qui seront remises au 13e régiment d'infanterie, et plus particulièrement la compagnie B qui nous intéressait de près aujourd'hui. Donc il y aura une citation qui sera remise à la compagnie B le 22 juillet 1944, et il y aura également les fameuses Silver Star dont je vous ai parlé tout à l'heure, attribuées donc le 13 juillet 1944 au sergent Robert Cowart et au premier lieutenant Allen Moderly. Donc merci à toi pour la confiance accordée.
et également au musée d'Utah Beach qui me permet de faire cette interview aujourd'hui dans une barge de débarquement. Donc j'avoue que c'est un peu insolite, c'était pas ce que j'avais imaginé, mais c'est plutôt sympa. Donc il faut savoir que tout ce que j'ai raconté là, c'est sur fond d'archives américaines pour essayer d'être le plus précis possible tout en essayant de synthétiser. J'ai utilisé des rapports d'action américains et également des morning reports qui m'ont permis d'avoir les infos au jour le jour et notamment des infos précises comme les positions et puis les effectifs jour par jour de la division. Donc merci à toi pour cette interview et puis au plaisir. Voilà, c'est ainsi que se termine ce D-Day Live qui a été présenté ici au musée d'Utah Beach. On les remercie sincèrement, la météo ne nous a pas permis de pouvoir tourner à l'extérieur et en dernière minute ils nous ont accueillis chaleureusement. Je te remercie Maxime, merci pour ce live détaillé sur la 8e division d'infanterie et je vous dis à très bientôt sur D-Day Live.